Bonjour, Monsieur Jonathan Dioka. Bonjour, monsieur Yves. Vous êtes initiateur des mouvements de la révolution. C'est quoi la révolution? Je pense que je devrais, par notion de responsabilité, répondre à cette question parce que beaucoup de gens se sont emportés. Ils parlent du mouvement La Révolution. Non, nous allons parler du mouvement de la Révolution. Et ça devrait être consommé de manière pure, de manière simple, c'est-à-dire pris pour mot dans le concept. Ce que les gens devraient comprendre avec la Révolution aujourd'hui, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une organisation de la société civile, ce n'est pas une ONG. Le mouvement de la Révolution, aujourd'hui, nous pouvons le considérer comme un consortium des révolutionnaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que quand on analyse la notion étatique, quand on analyse l'état de l'État, permettez que je le dise ainsi, plusieurs personnes sont révoltées. Et leurs révoltes ou revendications trouvent base à cela, à la gestion de l'État. D'ailleurs, pour ne pas aller plus loin, analysons simplement la gestion de l'État, la gestion du pays, les décisions qui sont prises, les mécanismes qu'on met en place. Nous étions ici avec un gouvernement qui a complètement échoué, qui n'a pas pu mettre en place un système, qui n'a pas pu mettre en place une résonance collective pour permettre à ce que le Congolais vive dans toute la dignité, dans la sérénité, dans la justice et dans la paix. Mais on se retrouve, après remaniement, le même gouvernement, les mêmes incompétents. Et ce qui est encore plus grave dans ces mécanismes, nous sommes dans la construction de la destruction du pays. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je parle ainsi. Nous sommes dans la construction de la destruction du pays. Pourquoi je dis ça? Dans un pays sérieux, quand on donne une action publique, quand on met en place une résonance collective, quand on met en place un gouvernement, quand on met en place l'exécutif, on fait allusion aux compétences que les gens doivent avoir. Je n'ai jamais compris. Pourquoi est-ce qu'en RDC, on a des gens qui sont au gouvernement depuis 2015, qui font le rotatif de chaque secteur? Je n'ai jamais compris quand est-ce que une personne pouvait avoir toutes les compétences, partant de la défense au transport, partant des finances aux affaires foncières, partant du sport ou encore des hydrocarbures au sport. Tout ça dénote l'irrespect ou encore le manque de sérieux dans l'action publique. Et ça, c'est justifié. Parce que si vous avez un président de la République qui a commencé sa carrière comme pizzaman, il se retrouve président de la République, même dans son choix, peut-être que dans sa psychologie, il est en train de donner un peu la chance aux autres. Mais dans les faits, nous sommes en train de détruire la vie des millions de Congolais. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'estime que nous devons mettre en place des politiques vraies, basées sur la sincérité intellectuelle. C'est-à-dire que les gens qui sont experts dans un domaine quelconque peuvent effectivement apporter des réformes parce qu'ils ont appris dans le domaine. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui ne connaît rien des hydrocarbures et puis lui nommer ministre un jour ou l'autre. Et nous avons connu de grands scandales, nous avons connu des prises de langue assez flagrants où vous voyez un ministre des hydrocarbures, là je parle de Didier Boudimbou, qui arrive lors d'une sortie médiatique à dire que voilà, j'ai été rodé pendant 2 semaines pour gérer un secteur aussi complexe. Et les résultats, vous l'avez vu à son époque. On s'est retrouvé avec plusieurs pénuries. Et tout ça, c'est le peuple qui souffre. Ce n'est pas eux, parce que eux, ils ont des bons et ils ont des cotations, mais le petit peuple qui cherche à s'en sortir chaque jour souffre des décisions des incompétents. Vous voyez la notion d'incompétence. Quand on parle
d'un gouvernement incompétent, je sais que ça dérange les régimes en place, mais l'incompétence n'est pas synonyme de l'idiotie. Ça veut dire que vous pouvez être docteur en médecine, mais quand vous partez dans tout ce qui est peut-être architecture, vous n'êtes pas compétent. Vous ne pouvez pas compétir en la matière. Et je pense que tous ces incompétents, toutes ces personnes qui ont peut-être diverses formations, diverses expériences, devaient être orientées vers ces expériences-là pour laisser la place à une classe politique plus émergente avec une élite suffisamment aguerrie avec les compétences qu'il faut. Vous ne pouvez pas être là, vous avez fait économie, mais pour besoin de gains, vous êtes directeur de cabinet d'un ministre de la Justice, par exemple. Ça, je donne un exemple au concret parce que j'ai un ami, un grand frère, qui a refusé ce type d'arrangement parce que il savait que ses compétences ne pouvaient pas être valorisées dans un secteur où il n'avait pas suffisamment de matière à vendre. Et c'est ce qui fait souffrir nos populations. Félix Tshisekedi, dans sa carrière assez multiversée, dans sa démarche assez complexe, dans son atterrissage à la tête de l'État assez miraculé, arrive aujourd'hui à nous faire consommer l'inconsommable, les incompétents dans la gestion exclusive de l'État. Monsieur Jonathan, la sortie du gouvernement souminois, le président de la République avait émis le vœu de réduire la taille du gouvernement de 45, soit 48 membres. Et aujourd'hui, on voit 53, alors que le gouvernement souminois 1 avait 57. Ils ont réduit que de moins de 4 personnes. Non, d'une personne. D'une personne. Ouais, c'était 54, ils sont à 53. Et 57. Ah, okay. 57, ils ont réduit de 4, à 4 personnes. De figures de nouvelles personnes, de changements comme un coach qui vient de la deuxième mi-temps, qui doit classer les classements de ce joueur, jouer 4-4, jouer DD. Apparemment, rien de nouveau. Que pensez-vous? D'abord, il faut commencer par le leadership implémentaire, c'est-à-dire le président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en mesure de nous faire un bilan de son exécutif? Est-ce qu'aujourd'hui, il est en mesure de faire une évaluation de son exécutif? C'est ça le problème. Quand vous avez des dirigeants insouciants et incompétents jouisseurs, ils n'ont pas la température de la vie sociale de la population. Parce que les gouvernements, que ce soit Soumine, même Sama dans le passé, sont des gouvernements qui ont complètement échoué. On s'attendrait à un leadership soucieux de sa population de mettre en place un gouvernement nouveau, okay, qui permet à ce que, dans l'analyse même des profils, donner un peu d'espoir au niveau de nos populations pour être sûr que voilà, il a au moins la volonté de changer les choses. Or, malheureusement, nous basculons dans ce qui était le moutisme à l'époque. Donc, un groupe de personnes qui prétendent peut-être avoir les compétences, la notoriété, de garantir le pouvoir de Tshisekedi. Et il y a un jargon populaire dans la bouche des communicateurs du pouvoir en place. Ils aiment dire que Bazo, le président est mal entouré. Mais c'est lui qui s'entoure. Parce que je vais vous dire une chose fondamentale. La première qualité d'un leader, c'est savoir constituer son équipe. Et si Félix arrive constamment à échouer dans la constitution de son équipe, ça veut dire que ce n'est pas un leader, c'est un imposteur. La vérité est à part du fait que nous savons que, premièrement, les premières élections, il n'a jamais gagné. Il y a eu un bradage électoral où on lui a donné la place de Martin Fayoulou. Et les deuxièmes élections, nous savons qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu un théâtre à la tête de l'État où lui et ses amis de l'Union sacrée ont privé le peuple de leur voix. Ils ont sacrifié l'alternance démocratique, tant souhaitée, par des intérêts qui les ont paru très personnels. Donc, si je dois émettre un avis sur le gouvernement souminois, si en 2 ans ils ont déjà failli et qu'il n'y a que
je ne sais pas, d'abord, excusez-moi, je ne veux pas aller sur des attaques personnelles, parce qu'aujourd'hui, nous réveillons le peuple. Mais Eliezer Tambwe, quel profil, quelle formation? Grace Coutinho, quel profil, quelle formation? Quels sont les apports significatifs qui peuvent venir renforcer peut-être l'action du gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, on parle du social. Vous changez le ministre de la Jeunesse, vous ajoutez dans un secteur clé 2 postes, parce qu'aujourd'hui, on a un ministre des Affaires étrangères, nous avons un ministre délégué aux Affaires étrangères, nous avons un vice-ministre des Affaires étrangères. Déjà, je veux vous dire une chose. Si nous avions effectivement des dirigeants sérieux et soucieux de la population, ils auraient pu nous éviter ces scandales budgétivores des ressources de l'État. Parce qu'avec 66 ministres, ils doivent avoir un rang. Ils doivent être traités selon, voilà, un rang. Effectivement, ce qui prend en compte les différentes allocations, ce qui prend en compte des différentes primes, ce qui prend en compte l'organisation des cabinets, etc., etc. Mais je vais vous dire, si on essaie de synthétiser, les ministères de l'économie, budget, finance peuvent faire tout un ministère. Vous pouvez y ajouter les commerces extérieurs. Comment est-ce que vous pouvez avoir un ministère d'habitat, un ministère d'aménagement des territoires et un ministère, je crois, des affaires rurales? Ça rime à quoi? C'est tout un ministère. Avec un ministre délégué à la politique, délégué au ministère d'Habitat, en charge de la politique de la ville. Voilà. Ça rime à quoi? Je suis même tombé sur plusieurs camarades dans les réseaux sociaux qui disaient, bon, le ministre près du Parlement, c'est pour quoi? Avant d'Arana, député. On comprend pas. D'ailleurs, c'était un ministère oublié au gouvernement Souminois 1, lorsqu'ils se sont rappelés directement, c'est Guy Lando qui paye les pots cassés. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui que le plus important, c'est que notre peuple puisse s'élever. Parce que nous avons vu, en tout cas même en fin mandat, Tshisekedi paye encore la grosse facture facture de grosses erreurs. Comment est-ce que même en dernière minute, même quand tu n'as jamais été élu, même en dernière minute, tu ne peux pas prendre une décision honoreuse qui peut te permettre de t'inscrire dans l'histoire de ta nation? Ce monsieur a failli et nous devons le chasser. Je vais vous dire pourquoi est-ce que nous devons chasser Tshisekedi. Nous devons être honnêtes. Le temps ne valide pas le lien. Ce n'est pas parce que Tshisekedi a déjà fait presque son mandat, un mandat qui nous a pris des forces, un mandat pendant lequel il est en train de nous diriger par défi, que nous devons dire que non, nous restons calmes et nous attendons 2028. C'est faux. Ce qui valide le lien, c'est la vérité. Et quand la vérité change, le lien peut changer. Le lien peut se transformer ou bien les liens peuvent disparaître. Aujourd'hui, nous constatons avec fait avéré que Tshisekedi se fout de la population. Tshisekedi est en train de nourrir les bandits, les kamikazes autour de lui pour protéger son pouvoir. Il n'y a aucune politique sociale. Et nous, en tant que peuple, nous devons nous lever. Maintenant, tout de suite. Nous ne devons pas attendre 2028. Parce qu'avant 2028, il y aura encore des milliers de personnes qui vont mourir de faim. Il y aura encore des milliers de personnes qui vont mourir à l'Est. Il y aura encore des scandales sexuels, des scandales financiers. Et avant 2028, nous sommes à hauteur de plus de 15 milliards de dettes publiques. Avant 2028, je ne sais pas combien de milliards encore vont se renflouer pour sacrifier l'avenir, pour que nos enfants aient des dettes à payer, que peut-être nous n'aurons pas le temps d'absorber. Merci, M. Jonathan Dioka. Merci.